Madame, monsieur, c'est parti en route pour notre grand voyage hebdomadaire. Cette semaine, à l'approche de la Journée internationale des migrants qui aura lieu lundi prochain, le 18 décembre, nous avons souhaité suivre le parcours de ces populations qui fuient leur patrie pour une nouvelle vie. Quelles sont leurs motivations? On a forcément une petite idée. Comment sont-elles accueillies? Dans quel pays trouvent-elles refuge? Et comment se passe leur intégration? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous vous en doutez, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Alors pour nous éclairer comme il se doit, voici nos journalistes du jour. Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi, Amaury Guibert que nous rejoindrons à Berlin, Marc de Chalvron, notre correspondant au Sénégal, et enfin Franck Genozo qui a fait le déplacement en Jordanie. Direction l'Inde, parce que, pour commencer, selon l'ONU, il s'agit de l'un des peuples les plus persécutés au monde. Je parle des Rohingyas, qui sont à la une de l'actualité depuis des mois maintenant, en raison du nettoyage ethnique dont ils sont victimes. Bonjour Nicolas, chez eux, au Myanmar, en Birmanie, ces persécutions ne sont pas récentes, bien au contraire, pourrait-on dire. Oui, bonjour Laurent, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que le drame que connaissent les Rohingyas ne date pas d'il y a quelques semaines, ni d'il y a quelques mois. Cela fait en fait plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années que cette minorité est persécutée, martyrisée et finalement renvoyée systématiquement d'un côté ou l'autre de la frontière dans les différents pays de la région. Alors vous avez certainement en tête les 900 000 Rohingyas qui ont été récemment chassés de Birmanie et qui sont arrivés au Bangladesh. Eh bien, lors de précédentes vagues de violence, particulièrement en 2012, d'autres Rohingyas étaient arrivés ici en Inde. Il y a actuellement 40 000 Rohingyas réfugiés en Inde. Ils vivent dans des camps totalement insalubres dans lesquels se sont rendus Lorraine Ricard et Sonia Colavizza. Regardez. D'un côté, il y a un terrain vague, insalubre. De l'autre, les égouts à ciel ouvert. Au milieu, ils ont installé leur camp. Seulement 400 mètres carrés pour plus de 200 personnes. Les enfants, eux, jouent entre les détritus. Voilà 5 ans que Mohamed Salimoula habite ici. Ça, c'est la mosquée. Et voilà une première ruelle. Ça, ce sont les toilettes communes. Tout le monde les utilise. Avec des planches en bois, des bâches en plastique et quelques bouts de tôle, lui et les siens ont construit ce village de fortune. S'il y a un feu dans le camp, on brûlera tous en moins d'1 minute. On n'aime vraiment pas vivre ici. Les habitants de ce camp sont des Rohingyas, une minorité musulmane originaire de Birmanie. Ils sont arrivés en Inde en 2012, après avoir fui leur pays à cause des discriminations et des violences. Amina se rappelle l'horreur au quotidien. Le gouvernement nous traite mal. Il tabasse tout le monde. Il ne nous laisse pas éduquer nos enfants. Quand quelqu'un essaye de sortir, il le tue. Il brûle nos maisons. Mais les violences ont continué en Birmanie. Depuis le mois d'août, elles se sont même généralisées. Des centaines de villages ont été brûlés, des milliers de Rohingyas tués. Beaucoup ont fui pour sauver leur vie. Ils sont arrivés au Bangladesh, dans des camps improvisés, où plus de 600 000 personnes s'entassent désormais, l'équivalent de la ville de Lyon. En Inde, les Rohingyas qui ont réussi à sauver leur peau doivent maintenant faire face au gouvernement nationaliste hindou. Il a décidé de renvoyer ces réfugiés en Birmanie, malgré les exactions. Le ministre des Affaires intérieures voit en eux une possible menace. Ce sont des immigrants illégaux. Et nous sommes inquiets aussi pour la sécurité du pays. Nous sommes potentiellement face à un début de problème. C'est comme l'État islamique, par exemple. Ça n'est pas venu d'un coup. Ils ont commencé avec un petit groupe, et puis c'est devenu un problème important. Salimoula a déposé un recours devant la Cour suprême indienne, afin que lui et les siens puissent rester en Inde. Aujourd'hui, il n'a encore reçu aucune réponse. Je me sens totalement impuissant. Qu'est-ce que je peux faire?
On verra ce que décide la Cour. Si c'est possible de rester, on restera. Sinon, on partira, mais nous ne savons pas où aller. Nous n'avons aucun pays. La Birmanie dit vous êtes du Bangladesh, le Bangladesh dit vous êtes birman, et le gouvernement indien dit vous devez retourner en Birmanie. Après tout ce qu'ils ont traversé, les Rohingyas de New Delhi préféreraient tout simplement rester en Inde, essayer de se reconstruire. Les 60 enfants du camp sont scolarisés dans une école voisine. S'ils étaient expulsés du pays, ils seraient privés d'accès à l'éducation, à nouveau. Ouais, on a compris, Nicolas, que les Rohingyas ne sont visiblement pas les bienvenus en Inde. Ça veut dire qu'ils vont être renvoyés de force au Myanmar, en Birmanie ? Oui, en effet, mais sachez que l'Inde est un des seuls pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés. Cela peut paraître étonnant quand on connaît la tradition d'accueil du pays. Pensez par exemple aux centaines de milliers de réfugiés tibétains qui sont accueillis ici, dont le plus célèbre d'entre eux, le Dalai Lama. Mais quand il s'agit des Rohingyas, la position est catégoriquement opposée et l'entrée du territoire l'aurait systématiquement refusée. Une procédure est en cours actuellement à la Cour suprême indienne, mais le gouvernement indien a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à l'arrivée de Rohingyas. Il parle de liens avec d'éventuels terroristes, mais ce qui semble plus clair, c'est une forme de racisme anti-musulman de la part du parti au pouvoir, qui est, je vous le rappelle, un parti nationaliste hindou. Oui, alors ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a des réfugiés Rohingyas dans d'autres pays? Et si oui, quel sort leur est réservé? Oui, absolument. La diaspora Rohingya est présente un petit peu partout en Asie du Sud et même au Moyen-Orient. Il y a 350 000 Rohingyas au Pakistan, ils sont 150 000 en Malaisie et près de 200 000 en Arabie Saoudite. Mais c'est bien sûr le Bangladesh qui accueille aujourd'hui la plus grande communauté de Rohingyas. Ils sont 900 000. Le problème, c'est que le pays étouffe, bien incapable aujourd'hui de gérer un tel afflux de réfugiés. Alors avec l'aide de l'ONU, ils essayent tant bien que mal de gérer un retour petit à petit des Rohingyas chez eux en Birmanie. Le gouvernement birman d'Aung San Suu Kyi a d'ailleurs marqué son accord, mais cela va prendre beaucoup de temps et le calvaire de ces Rohingyas n'est pas prêt de se terminer. Entendu. Merci Nicolas, à vous et bien sûr à votre équipe pour ce reportage et toutes ces informations. Direction maintenant l'Allemagne. Aucun autre pays européen n'a été confronté à un flux migratoire aussi important depuis l'après-guerre. Après la crise de 2015, près d'1 500 000 réfugiés ont été accueillis sur le sol allemand. Bonjour Amaury, c'est un défi immense, même pour le pays le plus puissant économiquement en Europe. 2 ans après, est-ce que l'Allemagne s'en sort et a-t-elle relevé le défi de l'intégration, tout simplement ? On va dire, Laurent, que l'Allemagne est aujourd'hui au milieu du game, mais que le pays a réalisé des efforts absolument incroyables depuis 2 ans pour faire face à cette crise migratoire sans précédent. Et aujourd'hui, les Allemands sont, dans leur majorité, plutôt confiants dans la capacité du pays à faire face à ce défi migratoire et à ce défi de l'intégration, du moins si l'on en croit les sondages, et notamment celui qui est réalisé toutes les semaines par la télévision publique allemande. Il y a une question dans ce sondage qui revient à chaque fois. Pensez-vous que l'Allemagne peut accueillir tous ces réfugiés? Aujourd'hui, ils sont 63% à dire oui. C'est le signe que les Allemands sont confiants, qu'ils sont conscients aussi que leur pays va bien économiquement et donc qu'il peut gérer tout cela. Mais il faut aussi souligner que depuis le début de la crise, c'est moins l'État, les communes, les collectivités qui ont joué un rôle crucial dans cette crise que les centaines de milliers de bénévoles, tous ces Allemands qui sont spontanément venus apporter leur aide pour aider ces réfugiés et pour relever ce défi de l'intégration. Alors aujourd'hui, ces bénévoles, que pensent-ils de la situation? Sont-ils optimistes pour l'avenir? On va voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Michossi qu'ils sont en fait assez partagés. On les a vus il y a 2 ans, dès les premiers jours de la crise, accueillir les réfugiés sur les quais de gare, participer aux distributions de vivres et de vêtements. Les bénévoles étaient alors des centaines de milliers. Aujourd'hui, ils sont moins nombreux, mais leur message reste le même. Les réfugiés sont les bienvenus. Près de Bonn, les membres de cette paroisse ont tout fait pour accueillir au mieux une centaine de migrants, des Syriens principalement. Les défis sont innombrables, mais les raisons d'être optimistes ne manquent pas, notamment avec les plus jeunes, qui sont sans conteste les plus motivés pour s'intégrer. Nour, par exemple, elle parle déjà allemand et peut être scolarisée au lycée.
Au début, nous ne pouvions pas parler très bien allemand. On nous disait « Vous êtes super, continuez comme ça. Vous êtes maintenant en Allemagne, il faut apprendre l'allemand. » Même si les autres enfants se moquaient de nous, car on ne savait pas parler, on n'a pas abandonné. Avec les adultes, c'est plus compliqué. Jusqu'ici, je n'ai pas de réponse. Osama veut travailler comme comptable, le métier qu'il exerçait en Syrie, un objectif peut-être trop ambitieux. En tout, j'ai dû envoyer 40 à 50 candidatures, mais je n'ai trouvé aucun travail. Et sans travail, on ne peut pas bien s'intégrer. Beaucoup de réfugiés doivent revoir leurs exigences à la baisse. C'est ce qu'a fait Omar, qui travaille aujourd'hui comme jardinier, lui qui était chef d'entreprise en Syrie. C'est le seul à avoir trouvé un petit boulot. Je crois qu'Omar est réaliste. Je trouve ça bien qu'il se dise « Oui, j'ai un niveau d'études, mais je veux travailler. Ça me plaît, je suis prêt à apprendre. » Et il en est capable. Les autres doivent accepter le fait qu'ils ne peuvent pas faire autant qu'ils le pensaient. L'intégration est un chemin semé d'embûches. Elle avance par petits pas et les bénévoles se sentent parfois découragés. Certains ont quitté la paroisse et ceux qui restent ont conscience qu'ils ne peuvent à eux seuls relever tous les défis. Je n'ai plus aucune attente. Je me dis qu'on fait ce qu'on a à faire. Je me réjouis de rencontrer des gens. On peut aider ici ou là. Mais je n'attends plus de solutions concrètes, durables. Et c'est assez sain comme approche. Nous sommes une petite bouée dans un océan de problèmes. Chacun fait son boulot, mais on ne va pas sauver le monde entier. Depuis le début de la crise des réfugiés, ces bénévoles ont été un rouage essentiel pour que l'Allemagne relève le défi de l'intégration. Et le pays va encore avoir besoin d'eux pendant de longues années. Et dites-moi, Amaury, combien au total l'Allemagne a-t-elle dépensé pour réussir cette intégration ? Le pays a mis beaucoup d'argent sur la table. On estime que les dépenses liées aux réfugiés au sens large se sont élevées à 21 milliards d'euros l'année dernière et ce sera la même chose, encore 21 milliards cette année. Alors ça comprend tout, l'hébergement, la prise en charge, l'accompagnement des réfugiés, les cours de langue, mais aussi et surtout la formation professionnelle. Ce seul poste de la formation, ça coûte 3 milliards d'euros par an. Alors ça peut paraître énorme comme ça, mais beaucoup d'experts pensent qu'en fait ça ne suffira pas parce que aujourd'hui, eh bien, les réfugiés, ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Un réfugié sur 8 seulement a trouvé un emploi ou une place en formation professionnelle. Les autres, ils n'ont pas le niveau d'allemand suffisant. Ils avaient une formation dans leur pays d'origine qui ne colle plus ici en Allemagne. On n'a pas besoin de ce genre de compétences. Pour eux, il faut tout reprendre à zéro. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes, eh bien, ça coûte de l'argent. Ça va prendre aussi du temps. 10 à 20 ans seront nécessaires avant que les réfugiés soient réellement intégrés sur le marché du travail. Et ça, ce sont les estimations les plus optimistes. Oui, alors justement, plus généralement, comment réagit aujourd'hui la population allemande ? Les Allemands sont globalement confiants, on l'a dit, ils réagissent positivement, ils pensent que le pays va réussir ce défi de l'intégration, mais il faut bien dire que ce sujet, on en parle moins évidemment qu'il y a 2 ans. La question des réfugiés, elle n'apparaît plus en tête des préoccupations des Allemands, du moins dans les sondages. Ça, c'est pour la majorité des Allemands, mais il y a aussi une minorité qu'on voit beaucoup ces derniers temps, qui est plus bruyante. C'est l'Allemagne xénophobe, il faut bien le dire comme ça, qui a permis à un parti comme l'AfD, cette formation d'extrême droite, de surfer sur la crise des réfugiés et de faire son entrée au Parlement aux dernières élections. C'est cette Allemagne xénophobe qui est derrière ces attaques quasi quotidiennes qui visent des foyers d'hébergement pour réfugiés. Et ça, c'est une vraie évolution que l'on a vue depuis 2 ans dans la société allemande, une société plus divisée avec une xénophobie qui s'exprime plus ouvertement qu'avant. Merci Amaury, bonne journée et à très bientôt. Il est temps de marquer une petite pause numérique avec Julia Livage. Alors si le but premier d'Internet est d'informer, il peut aussi devenir un outil de manipulation particulièrement dangereux, on l'a compris. Les réfugiés en ont malheureusement été victimes. Attention à l'intox donc, c'est ça Julia ? C'est tout à fait ça, oui, c'est la magie des réseaux sociaux. Vous savez, tout le monde peut devenir une source d'information au niveau planétaire, mais les nouvelles, elles vont se répandre à une vitesse folle et la désinformation aussi. Alors les fausses informations, les approximations, elles concernent les migrants. Eh bien, elles pullulent sur les réseaux sociaux et les sites web, dont certains sont proches de l'extrême droite. Alors c'est une désinformation volontaire, vraiment, qui va être orchestrée par des sites qui sont opposés à l'islam, qui sont opposés à l'immigration en France,
qui sont hostiles à cette immigration et qui vont recycler eh bien, des pêches, des rumeurs, des vidéos sur YouTube et même des articles de sites parodiques. En clair, ils se servent de tout ce qu'ils vont pouvoir trouver eh bien, pour nourrir leurs thèses, leurs objectifs politiques. Alors, comment on fait, comment on peut réagir ou comment, par exemple, on peut avoir des exemples. Regardez, on va trouver sur des sites comme France TV Info, comme Le Monde, des exemples d'infos intox. Donc non, certaines préfectures ne vont pas expulser des locataires pour loger des migrants. Non, les gouvernements ne vont pas donner des maisons à 1 euro pour les migrants. Les migrants ne sont pas que des hommes seuls. Les migrants ne refusent pas de la nourriture sous prétexte qu'elle est halal. Enfin, que des choses qu'on va trouver relayées sur Internet et sur les réseaux sociaux qui sont dangereuses en termes d'information. Alors, les bons réflexes, on se méfie des sites web qui se prétendent des organes de presse, mais qui sont en fait des vrais sites militants. Et puis, il y a une information sur les photos qu'on n'a pas. Pourtant, on utilise tous des photos sur Google Images. Regardez, si vous tapez les migrants en France sur Google, vous prenez la photo là et vous la mettez sur le petit appareil photo qui est en haut. Et là, vous allez avoir l'ensemble des parutions qui sont associées à ce cliché. Donc, on peut repérer une photo et donc avoir tout son historique et voir la façon dont elle a été utilisée. D'accord. Et quelles sont les initiatives qui sont mises en place sur le web et pour aider les migrants cette fois ? Eh bien, l'AFPA, par exemple, qui est le premier organisme de formation professionnelle pour adultes, va proposer un cours de langue en ligne pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés de France. Ils peuvent s'inscrire et en quelques lignes, ils auront un cours gratuit de langue française et puis de valeurs républicaines pour leur faire connaître le pays dans lequel ils viennent d'arriver. Et puis, Internet, ça va être aussi un moyen d'alerter, de communiquer ou en tout cas de faire réagir. C'est le cas avec Deep Empathy, qui est un outil mis en ligne par l'UNICEF. Regardez, on utilise l'intelligence artificielle pour montrer comment certaines villes occidentales seraient aujourd'hui si elles avaient vécu ce qu'ont vécu, par exemple, certaines villes en Syrie. C'est très visuel, donc très marquant, donc très choquant. Ça fait partie des choses qu'on va trouver sur Internet. C'est pédagogique. Merci Julia, vous continuez de surveiller la toile pour nous. Changement de décor, nous partons en Afrique et plus précisément au Sénégal maintenant. Au Sénégal, où la question de la migration est un vrai problème de société, Marc. L'actualité nous le rappelle constamment. Donc, bonjour d'abord pour commencer. Oui, Laurent, bonjour. Effectivement, comment ne pas parler d'Afrique quand on parle de migrants ? Tout le monde a suivi l'actualité ces dernières semaines, ces récits de torture, de calvaire endurés par des dizaines de milliers de personnes coincées en Libye, des candidats à l'immigration dont certains, on le sait, ont été réduits à l'esclavage. Alors on a parlé de leur souffrance, on a parlé également parfois de leur motivation, de ce qui pouvait pousser ces jeunes Africains à quitter leur pays au péril de leur vie. Ce dont on a moins parlé, en revanche, c'est des difficultés qu'ils rencontrent en rentrant chez eux après avoir échoué dans leur tentative à rejoindre l'Europe. Or, ils sont de plus en plus nombreux à revenir chez eux. L'Office international pour les migrations a rapatrié directement de Libye depuis le début de l'année plus de 1000 Sénégalais. Et ce retour pour eux est loin d'être une évidence. Regardez ce reportage signé Antoine Husser, Pape Sec et Aurélie Fontaine. En pleine nuit, dans un aérogare discret de l'aéroport de Dakar, plus de 160 Sénégalais sont rapatriés dans leur pays. Certains à bout de force. Une cérémonie officielle est organisée en leur honneur. Tous sont d'anciens migrants ramenés directement de Libye. Vous vous êtes trompé une fois. Vous êtes jeune. Ça peut arriver à tout le monde. On est très fatigué de la Libye. J'ai fait 10 mois de prison. Il y a des gens dont les parents ont payé 600 € pour sortir de prison. Emprisonnement, torture, esclavage, forcément le soulagement se lit sur les visages de certains. C'était notre destin de revenir vivant. Ce sentiment d'être un survivant. Derrière ce soulagement, pour beaucoup, ce retour est aussi une douleur profonde. C'est le cas pour Samba Ndao, 22 ans, une année passée en Libye. Ce qui blesse, c'est que je n'ai rien ramené. J'ai des parents pauvres. Je suis parti pour les aider parce que mon père est mort. Ma mère, tu sais, elle a perdu beaucoup d'argent à cause de moi. On retrouve Samba le lendemain. Il vient d'en finir avec les formalités. Son angoisse se lit sur son visage. Il appréhende de retourner chez lui. C'est ce qu'il confie à un ami de la famille venu lui rendre visite. Ils voulaient que je rentre chez moi, à Thiès. Je leur ai dit que je ne voulais pas. Oui, ton beau-frère m'a expliqué.
Mais puisqu'il faut bien y aller et qu'au Sénégal, la famille, c'est plus fort que tout. Samba a fini par se laisser convaincre. C'est son beau-frère qui le ramène. Tu sais, on a fait 4 mois en prison. Je l'amène chez moi. Je suis vraiment fier de le retrouver, de l'amener à la famille. Un peu plus d'1 heure de route et Samba retrouve sa maison. La même où il vivait quand il était garagiste, avant de partir. Ici, c'est mon lit, avant que je ne parte. J'étais ici avant. Je partais au garage tous les matins. Quand je vois ça, mes angoisses, ça va mieux. L'abcès est bel et bien crevé. Et le sourire est de retour pour les retrouvailles avec les proches. Samba, on remercie le bon Dieu. Il t'a ramené sain et sauf. L'occasion pour Samba de dire à tous ce qu'il a sur le cœur. J'ai beaucoup de peine pour eux. Ils pensaient beaucoup à moi. Certains ne mangeaient pas. Parfois, ils m'appelaient. Et je sais comme ça coûte cher d'appeler là-bas. Une fois, j'ai eu ma sœur, Mamie, au téléphone. Elle m'a dit « Alors Samba ?» Et je savais ce qu'elle avait au fond d'elle-même. Mais le plus dur est à venir pour Samba. Affronter le regard de sa mère, rester au village pour quelques jours encore. Merci Marc, à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec notre historien maison, Frédéric Gersal. On va revenir avec lui sur les migrations qui ont marqué la France depuis des siècles. Bonjour Frédéric. Bonjour. À ne surtout pas confondre avec les invasions, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Un migrant et un envahisseur n'ont rien à voir. Et pourtant, pendant très longtemps, on les a mélangés. On a mélangé les deux termes. On n'en faisait qu'une seule et même personnalité. L'homme est chargé de trouver sa nourriture depuis la nuit des temps. Les hommes préhistoriques sont des nomades. Ils se sont toujours déplacés. La sédentarisation est presque venue bien des siècles plus tard. Et puis, on a vu tous ces mouvements. Et alors, quand on parle de notre hexagone, on en a vu passer. On a vu arriver les Celtes. Il y a des siècles et des siècles. C'était au Xe siècle avant notre ère. Ils sont installés en Bretagne, mais aussi, vous savez, sur tout l'arc atlantique. Et puis, il y a les Romains qui sont arrivés avec Jules César. Alors là, c'était des envahisseurs. Ce qu'ils voulaient, c'était se saisir de la Gaule pour en faire une province romaine, une de plus, parmi d'autres. Mais finalement, ça a été de l'assimilation, parce qu'on va parler des Gallo-Romains, donc des Gaulois et des Romains. Là, il y a eu assimilation. Et puis, sont arrivés ce que les Romains appelaient les barbares. Vous savez, ce sont ces peuples germains qui venaient de l'Est. Pourquoi venaient-ils de l'Est? D'abord parce qu'on pouvait difficilement arriver de l'Ouest, étant donné qu'on est au bord de l'Atlantique. Voilà, mais on va voir que, quand même, il y a des exceptions. Mais ce sont des peuples qui sont poussés depuis l'Extrême-Orient, poussés les uns après les autres pour des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons de famine, la plupart du temps. Et on voit arriver les Alamans, les Visigoths, les Alains, A-L-A-I-N-S, et puis les Francs, avec notre fameux Clovis, qui lui va rester et s'imposer sur ce territoire. Bon, alors d'autres, évidemment, aussi, on parle des Huns, mais là, c'est un... Et les autres et oui, mais alors là, ceux-là, ils sont terribles, avec Attila, et finalement, là, c'était de véritables envahisseurs, et non pas des migrants. Et puis, il y a l'arrivée par le sud-ouest, vous savez, de ce qu'on a appelé l'invasion arabo-berbère. On est en 732, avec ce conflit entre Abderrahmane et Charles Martel, entre Poitiers et Tours. Là aussi, on a stoppé une invasion, mais qui était à la fois occidentale et orientale, puisqu'ils allaient jusqu'en Chine. C'était un empire qui s'ouvrait au monde. Ah, vous voulez jouer avec l'histoire. Eh bien, continuons. Moins d'un siècle, justement, après la bataille de Poitiers, en 732, vous le disiez. Ce sont les Vikings qui débarquent. Oui. Alors, dans ce cas précis, on parle de migration ou d'invasion? Ah, j'ai envie de dire les deux, mon général. Vous savez, parce que, d'abord, pour des raisons sociales, à l'intérieur même de ces pays nordiques, l'aîné pouvait reprendre les terres. Dès que vous étiez un fils cadet, s'il y en avait 2 ou 3, il fallait aller chercher des terres pour vous installer ailleurs. Et plus dans le pays, il n'y avait plus de place. Donc il fallait descendre. Ça, c'est une des raisons. Et puis les condamnés politiques, généralement, étaient chassés de leur pays. Donc il fallait qu'ils trouvent un ailleurs. Donc c'est avec leurs bateaux à fond plat qu'ils ont traversé la mer, puis remonté les fleuves, puis remonté les rivières. On les a stoppés à Paris, un petit peu plus loin en Bourgogne, puisqu'ils sont allés jusqu'en Bourgogne. Oui. Et finalement, on leur a offert une terre. Puisqu'ils venaient du Nord, c'était les Nordmann. On leur a offert une terre au bout de la Seine. C'est la Normandie qui va naître. Alors là, on n'est plus dans l'assimilation, mais là, on est dans l'intégration pure et simple. C'est ce qu'on appelle une question de point de vue, on est d'accord. Alors revenons maintenant au début du XXe siècle avec des événements majeurs
qui prouve que l'histoire se répète malheureusement. Oui, alors vous avez raison, là encore. Alors on peut penser évidemment aux migrations russes, vous savez, du temps de la révolution de 1917. Puis il y a eu les migrations espagnoles suite au régime franquiste, terrible, très dur. Et puis évidemment, ce qui nous rapproche encore le plus des événements d'aujourd'hui, c'était il y a 40 ans, c'est 1974-1975, avec les boat people. Là encore, des bateaux qui vont transporter à travers une mer déchaînée, sans aucun appui, sans aucun soutien, sans aucun accueil de l'autre côté de la mer. Et là encore, on était dans une situation dramatique. Et là, des intellectuels français se sont vraiment mobilisés. Mobilisés, merci, je vais y arriver, pour demander au président Valéry Giscard d'Estaing de faire le maximum pour accueillir un maximum de boat people, 175 000 à peu près. C'était une volonté politique cette fois, mais vous voyez que l'histoire sans cesse se répète. Merci Frédéric pour les informations et pour avoir un petit peu... voilà. Et oui, ça s'appelle de la solidarité, j'en ai besoin. Ça, c'est gentil, merci. Si de nombreux Syriens ont fui leur pays pour rejoindre l'Europe, nous l'avons vu avec Amaury Guibert il y a quelques minutes, d'autres se sont réfugiés dans les pays limitrophes. Le Liban, la Turquie, la Jordanie, c'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec notre correspondant Franck Genozo. Bonjour Franck, vous nous faites entrer ce matin dans un lieu qui incarne parfaitement ce drame syrien, le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient. Bonjour Laurent, oui effectivement ce camp s'appelle le camp de Zaatari et il est situé dans le nord de la Jordanie, à quelques kilomètres à peine de la frontière avec la Syrie. Et il accueille, tenez-vous bien, pas moins de 80 000 réfugiés. C'est l'équivalent de certaines grandes villes françaises comme Pau, La Rochelle ou encore la ville de Cannes. Ce camp, il a été créé il y a maintenant 6 ans et depuis, les autorités jordaniennes et les grandes organisations humanitaires internationales ont dû développer les infrastructures pour 80 000 personnes. Il a évidemment fallu acheminer et distribuer de l'eau, organiser le ramassage des ordures, créer des commerces, des routes ou encore une administration. Le camp a même été divisé en 12 arrondissements afin qu'on puisse s'y retrouver. Alors, comment vit-on au quotidien à l'intérieur de ce camp gigantesque? Peut-on y trouver du travail? Voici les réponses dans ce reportage tourné sur place par Maxime Pérez, Ofsep Nalbandian et Giona Messina. Des abris de fortune qui s'étendent à perte de vue, recouvrant plus de 5 km² du désert jordanien, tout près de la frontière avec la Syrie. Zaatari est le plus grand camp de déplacés du Moyen-Orient, le symbole d'une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'histoire. Près de 80 000 Syriens s'y entassent depuis 2012, mais en 5 ans, la vie du camp s'est peu à peu organisée. On est dans ce qu'on appelle le marché de Zaatari. Il y a ici des épiceries, des marchands de tabac, tout ce dont vous avez besoin. Amar a 23 ans. Il est arrivé à Zaatari en 2014. Lassé des bombardements, lui et sa famille ont quitté la région de Damas en abandonnant tout derrière eux. Quand on est arrivé, tout le monde vivait dans des tentes. Il n'y avait aucune installation. On ne comptait qu'une seule clinique et aujourd'hui, il y en a plusieurs. Zaatari, le bidonville, s'accapare doucement tous les attributs d'une municipalité. En témoigne ce centre d'emploi. Car aujourd'hui, les autorités jordaniennes sont disposées à intégrer ces réfugiés au marché du travail. 70 000 permis ont été accordés aux Syriens depuis 2016. Qu'est-ce qu'on peut te proposer? De la maintenance informatique? Tu connais d'autres métiers? Amar vient d'obtenir son permis de travail, d'une durée de 30 jours renouvelable. Ce permis, c'est ma seule vraie porte de sortie du camp. On espère tous revenir dans notre pays. Mais en attendant, il faut bien travailler pour vivre. À terme, la Jordanie entend créer plus de 200 000 emplois pour les quelques 650 000 réfugiés syriens recensés sur son territoire. Les autorités du royaume semblent se faire à l'idée que cette population est là pour rester. Du coup, aux besoins humanitaires s'ajoute l'urgence sanitaire, comme l'accès pour tous à l'eau potable. À Zaatari, certaines ONG s'attellent à développer des infrastructures dignes d'une agglomération. Vous allez voir ce qu'est notre plus grand réservoir d'eau ici. Il permet d'alimenter près de la moitié du camp. Financée par l'UNICEF, cette immense citerne a été construite sur le point le plus élevé du camp, de sorte à faciliter la mise en place d'un réseau de distribution. Sans ces ballons sur le toit, l'eau ne pourrait pas être conservée proprement. Il y aurait des risques d'épidémie. Quand le réseau d'eau sera pleinement opérationnel, ce camp sera comme une ville.
Peu à peu, les réfugiés de Zaatari se sédentarisent et s'impliquent de plus en plus dans le développement du camp, comme ces femmes. Elles sont en train de connecter en fait le tank qui se trouve ici à l'intérieur de l'abri. Et en fait, ça répond à un besoin qui est effectivement important parce qu'il y a des besoins énormes en termes d'abri, de maintenance, de réparation. Ces apprentis plombiers ont pour la plupart perdu leur mari dans les combats en Syrie. Les voilà désormais capables d'assurer un travail habituellement réservé aux hommes. Ça y est, ça marche. Que je suis contente. Dans cette maison de tôle, cette Syrienne s'accommode tant bien que mal de sa nouvelle vie. Je fais au mieux pour me sentir bien dans ce mobil-home. Les conditions sont meilleures, mais mon pays et mon village me manquent. La transformation du camp est en marche, à l'image de ce gigantesque champ solaire, le plus grand jamais bâti dans un camp de réfugiés. Zaatari compte aussi son terrain de football. Demain peut-être, des immeubles viendront remplacer ces habitations de misère. Ouais, Franck, on a bien compris effectivement que ce camp était en train peu à peu de se transformer en ville, en véritable cité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a désormais peu de chances que tous ces réfugiés retournent un jour chez eux ? Eh bien, ce camp, au départ, il avait été prévu pour une durée de 10 ans, mais les autorités jordaniennes se font peu à peu à l'idée que ces Syriens, pour la plupart, ne rentreront pas chez eux. Tout d'abord parce que la guerre continue en Syrie, particulièrement dans le sud du pays où les affrontements et les combats sont toujours violents entre l'armée syrienne et les rebelles. Et puis parce que la plupart de ces habitants qui avaient fui les violences du régime syrien ne souhaitent pas rentrer en Syrie tant que Bachar el-Assad sera toujours au pouvoir. Il y a désormais donc un défi pour les autorités jordaniennes, c'est d'intégrer ces populations. Et l'intégration, ça passe évidemment par l'emploi. Vous avez vu cette agence Pôle emploi locale dans ce camp de Zaatari à l'intérieur du reportage. Eh bien, ces emplois, il va falloir les développer de plus en plus. Et la Jordanie a pourtant longtemps été réticente à l'idée d'accorder des permis de travail, mais désormais, elle le fait plus volontiers car l'Union européenne accorde des aides et notamment des aides financières. Exemple, les produits jordaniens manufacturés peuvent être envoyés en Europe avec très peu de taxes à condition qu'ils soient fabriqués dans des usines qui acceptent et qui accueillent un minimum de 15% de réfugiés en tant qu'employés. Voilà, ça ce sera le défi pour les années qui viennent pour la Jordanie qui a longtemps considéré ces réfugiés comme une charge et qui voit désormais en eux surtout une très belle opportunité de boom économique. Merci beaucoup Franck et bonne journée bien sûr. Notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants de nous avoir fait découvrir ces parcours du combattant, il faut bien le reconnaître. La semaine prochaine, un thème un peu plus léger puisque les idées reçues seront à l'honneur. Et nous sommes bien décidés à leur tordre le cou. Croyez-moi, alors quelles sont les étiquettes qui collent à la peau de nos voisins à l'étranger ? Vous verrez que les stéréotypes ont la vie dure. Il est grand temps de rétablir la vérité et vous risquez d'être surpris. Croyez-moi. À samedi prochain pour un voyage saut cliché. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on vous donne bien sûr rendez-vous lundi dès 6h30. En attendant, voici le petit bonus du jour. Quelques images de la semaine écoulée. Très bon week-end à toutes et à tous.